C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le retrait des troupes françaises stationnées au Niger. Elle débute cette semaine. Un désengagement humain et matériel. Niamey exige que ce retrait se fasse selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. Paris affirme que les troupes rentrent en France. Décryptage dans un instant avec Niagale Bakayoko, spécialiste sécurité dans le Sahel. Ces nouvelles violations dans le territoire de Massissi, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise avait dénoncé le redéploiement du M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu. Mais les rebelles, de leur côté, renvoient à l'armée la responsabilité de la violation du cessez-le-feu. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tient encore jusqu'à dimanche. L'occasion pour nous de vous emmener au Sénégal, où les agriculteurs de la région de Kaolack ont décidé de se diversifier et de ne plus dépendre de la culture de l'arachide. Reportage à suivre. Les troupes françaises stationnées au Niger vont entamer leur retrait cette semaine. Un désengagement humain et matériel. Paris affirme que l'ensemble des militaires postés au Niger seront de retour en France avant la fin de l'année. Notre invitée Niagale Bakayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network, nous explique pourquoi ces troupes n'ont pas vocation à se redéployer dans un autre pays, notamment le Tchad. Écoutez. Il faut d'abord comprendre quel était le type de déploiement auquel on avait affaire. On avait des unités tournantes. C'était d'ailleurs, c'est vrai, le cas au Mali, non pas au Burkina Faso où c'était des forces spéciales, c'était différent, mais on avait des unités tournantes, c'est-à-dire que ce sont des effectifs opérationnels déployés tous les 4 mois avec une relève et qui appartiennent à des unités basées en France et qui étaient placées pour emploi sous commandement du chef d'état-major de l'armée nigérienne. Aujourd'hui, on ne voit pas ce qui justifierait un redéploiement de ces troupes ailleurs, puisque l'objectif qui avait été fixé à ces soldats français était de lutter contre le terrorisme. On voit bien qu'aujourd'hui, outre le rejet des pays tels que le Mali et le Burkina Faso, les autres pays ne sont pas confrontés avec la même ampleur que le Sahel central à cette menace djihadiste, bien entendu, qui est existante et qui pèse, mais qui n'est pas aussi immédiate qu'elle pouvait l'être dans les 3 pays. On pense bien entendu éventuellement à un déploiement au Tchad, qui semble exclu. Tout d'abord parce qu'il y a déjà des effectifs français en nombre assez important dans le pays, mais aussi parce que des voix s'élèvent aussi dans le pays pour réclamer la fin de cette coopération avec la France. Alors, elles sont beaucoup plus réprimées que dans les pays du Sahel central, mais je pense qu'il est difficile pour les autorités tchadiennes actuelles de ne pas en tenir compte. En République démocratique du Congo, à moins de 3 mois de la présidentielle, des affrontements ont été signalés dans le territoire de Massissi, dans l'est du pays. L'armée congolaise avait récemment dénoncé le redéploiement des rebelles du M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu où ils s'étaient retirés. Mais les rebelles accusent l'armée d'avoir violé le cessez-le-feu. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Des affrontements ont été signalés autour de Kichanga, une localité du territoire de Massissi. D'autres combats ont été signalés dans le parc de Virunga. Alors, plusieurs sources locales nous affirment que ce sont des affrontements à l'arme lourde entre les rebelles du M23 et des milices locales. L'armée congolaise affirme dans un communiqué qu'elle n'est concernée, je cite, ni de près ni de loin par ces combats et qu'elle respecte le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis les accords de Luanda du 23 novembre. De son côté, le M23 rejette la responsabilité de ces combats sur l'armée congolaise. Alors depuis plusieurs semaines, les processus de paix de Luanda et de Nairobi sont au point mort. Kinshasa refuse de dialoguer avec les rebelles. Le M23, lui, réclame un dialogue direct avec les autorités et dit ne pas se sentir concerné par les appels au cantonnement de ces éléments. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, avait lancé un ultimatum et laissé jusqu'au
24 septembre pour, je cite, libérer les zones sous contrôle du M23 avant que tous les moyens soient mis en jeu. Mais aujourd'hui, aucune opération militaire n'a été officiellement lancée. Alors pour régler cette crise, Kinshasa semble s'être tournée vers les pays de la SADC. Cette autre organisation sous-régionale a décidé d'envoyer ses troupes dans l'est du pays, mais aucune date ni de mandat n'ont encore été définis. On vous donne des nouvelles de Bobi Wine, l'opposant ougandais. Il a été arrêté ce jeudi à l'aéroport alors qu'il rentrait d'une tournée à l'étranger. L'opposition espérait une grande marche pour accompagner son leader jusqu'à chez lui à Kampala. Une mobilisation finalement empêchée. Selon la police, il ne s'agissait pas d'une arrestation, mais d'une escorte de l'opposant vers son domicile. La correspondance régionale de Clément Diroma. Ce jeudi matin, des barrages policiers étaient installés sur la grande route entre l'aéroport international d'Entebbe et la capitale ougandaise, Kampala. L'objectif, empêcher une manifestation de soutien à l'opposant Bobi Wine de retour au pays après une tournée à l'étranger. Il devait être attendu par ses partisans à sa sortie de l'aéroport, puis escorté à son domicile. Eh bien, ce sera finalement la police qui l'accompagnera de l'avion jusqu'à sa maison pour éviter le rassemblement. Bobi Wine affirme avoir été arrêté brutalement, ce que démentent les autorités, avant d'être assigné à résidence, une résidence autour de laquelle les forces de l'ordre ont dispersé des manifestants. Le principal rival de Museveni affirme qu'au moins 300 de ses partisans auraient été arrêtés ce jeudi. Fin août, l'opposant de la National Unity Platform avait entamé pendant des semaines une campagne de mobilisation dans le pays. Dans plusieurs grandes villes, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées. Les autorités, évoquant des troubles à l'ordre public, avaient interdit en septembre de futurs meetings. Pour rappel, lors de la présidentielle de 2021, l'opposant avait obtenu 35% des voix contre 58% pour le chef de l'État au pouvoir depuis maintenant 37 ans. La prochaine élection n'aura lieu qu'en 2026. Et on vous parle de la présidentielle en Égypte. Il est candidat déclaré mais n'a pas encore recueilli toutes ces signatures. Ahmed Tantawi, l'opposant le plus sérieux face à Abdel Fattah al-Sisi, dénonce des pressions de la part du gouvernement égyptien. Le reste de l'opposition menace de boycotter le scrutin qui doit se tenir en décembre. La correspondance d'Edouard Dropsy. Ancien député, Ahmed Al-Tantawi est un familier de la politique égyptienne. Évincé du Parlement en 2020 par le pouvoir en place, il prône l'alternance démocratique dans un pays qui, en dehors de la parenthèse des frères musulmans en 2012-2013, n'a connu que des régimes militaires. Pour se présenter, il doit réunir 25 000 signatures dans les 27 gouvernorats du Caire et les déposer devant la commission électorale avant le 14 octobre. Un prérequis a priori à sa portée dans un pays de près de 110 millions d'habitants, mais Ahmed Al-Tantawi dénonce des pressions de la part des autorités. 82 de mes collègues et confrères de la campagne électorale ont été emprisonnés pour des accusations courantes et répétées ces 10 dernières années. Aujourd'hui, des citoyens égyptiens se battent devant le siège du registre civil. Certains d'entre eux tentent depuis 8 jours de déposer une procuration pour se présenter aux élections présidentielles. Et ils n'y arrivent pas. Face à ce qui ressemble à de l'obstruction électorale, la coalition des partis d'opposition s'est réunie pour dénoncer ces agissements. Soudés, ils menacent de boycotter ces élections qui auront lieu du 10 au 12 décembre si Ahmed Al-Tantawi ne parvient pas à réunir ses signatures et à se présenter. C'est un pari risqué pour le président Abdel Fattah al-Sisi qui brigue un 3e mandat. Au pouvoir depuis 10 ans, il dirige le pays d'une main de fer et a assuré faire toute la transparence sur ces élections. Troisième et dernier épisode de notre série sur l'agriculture. On part aujourd'hui au Sénégal. Là-bas, on cultive beaucoup les arachides, une culture qui se fait uniquement durant la saison des pluies, 3 mois sur 12. Mais après la mauvaise campagne agricole de l'arachide en 2022, des agriculteurs ont décidé de diversifier leur culture et de jeter leur dévolu sur la pastèque. Reportage à Kaolack de Sarah Sako et Elie Mandao. À côté des champs d'arachides d'Aladi, des plantations de pastèques fleurissent sur environ 1 hectare. En cette période d'hivernage, elles sont devenues l'une des principales cultures de subsistance aux environs de Kaolack, au centre-ouest du Sénégal. La pastèque est très rentable en cas de bonne récolte, plus rentable que l'arachide, même si l'arachide nous offre plus de possibilités. On ne jette rien dans l'arachide, mais la pastèque nous offre des revenus supplémentaires. En attendant les récoltes du mil et de l'arachide, la pastèque joue un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire des paysans dans cette partie du Sénégal
où l'agriculture est la principale activité économique. Omar vend au marché les pastèques qu'il a lui-même cultivées. Les prix varient entre 1 € et 1,50 € l'unité. En attendant les récoltes, il nous faut bien vivre. Le riz, l'huile, les factures d'eau et d'électricité, on doit pouvoir les payer. C'est pourquoi on s'est tourné vers la pastèque. Les agriculteurs espèrent toutefois de meilleurs rendements. Ils pointent du doigt le prix des engrais en hausse d'au moins 60% depuis le début de la guerre en Ukraine. Les autorités, de leur côté, proposent une alternative, des engrais biologiques produits localement. Le ministère de l'Agriculture est en train de développer des initiatives qui permettent donc aux agriculteurs d'avoir des pratiques donc vraiment plus durables à travers donc la subvention donc de l'engrais organique foliaire et l'engrais organique solide, qui sont donc des innovations que les producteurs ne connaissaient pas auparavant. Les agriculteurs des environs de Kaolack, qui continuent de dépendre de la saison des pluies, attendent également des pouvoirs publics des solutions de maîtrise de l'eau pour pouvoir cultiver toute l'année. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Doussi, et à notre rédacteur en chef, Stéphane Ballong. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.